revenons sur le nucléaire qui est votre domaine de prédilection. Combien de types de sources d'énergie renouvelables compte-t-il? Non, les sources d'énergie renouvelable, il y en a de plusieurs types. Il y a, pour le Cameroun par exemple, il y a la biomasse. La biomasse, c'est quoi la biomasse? La biomasse, c'est à partir de tout ce qui est bio, donc tout ça peut être des arbres, ça peut être des déchets, tout ce qui est et autres qui peut être utilisé pour produire de l'énergie. Et moi, la biomasse, je la regarde très très attentivement parce que je me suis retrouvé au Gabon. Et il y a déjà, et c'est là où je dis, et c'est ce qui est souvent problématique au Cameroun, c'est que les gens n'aiment pas les autres Camerounais de la diaspora, peut-être parce que peut-être certains de nous, souvent, on a tendance à croire qu'on connaît tout, ce qui n'est pas vrai, parce que ceux qui sont au Cameroun connaissent les réalités locales que nous qui sommes à l'étranger ne connaissions pas. Mais par contre, il y a aussi un certain nombre de points là où nous sommes complémentaires, c'est que nous voyons des choses dans certains pays qui peuvent être très intéressantes pour notre pays. Moi, je suis parti, par exemple, au Gabon. Au Gabon, il y a une loi qui interdit de sortir un tronc d'arbre. Oui, ça veut dire que... J'étais au Gabon en 2010 lorsqu'Ali Bongo a pris cette décision-là. Ali Bongo a décidé que tout doit être transformé localement. Et ça a permis de créer la ZES de Nkok, à côté de Libreville. Il y a Olam. Exactement, géré par Olam et puis la Caisse de dépôt de consignation. Qu'est-ce qui se passe avec cela? C'est qu'on a maintenant une vingtaine d'usines de transformation de produits de bois et autres. Donc on coupe, on scie, et on sait qu'à peu près 40% du bois, 60% à peu près, mais on est entre 40 et 60%, est déchet. Parce que quand on prend un tronc d'arbre, on coupe la peau, on divise ça en quatre pans et autres, en volume cubique. À partir de cet instant, tout le reste, c'est des déchets. Et ces déchets, qu'est-ce qu'on a fait habituellement? On va les jeter, on les brûle et ça devient ce que j'appelle toujours le feu éternel. Puisque tous les jours, on en met, tous les jours, ça brûle. Et ça brûle et ça crée du carbone. Et si vous prenez ces déchets-là, vous prenez déjà les feuilles, vous faites de la biomasse à gaz, vous prenez les branches, vous faites déjà une première partie de biomasse combustible. Vous prenez maintenant le reste des troncs d'arbres qui ont été, vous en faites une biomasse. C'est une source énergétique. Non seulement elle permet de réduire les déchets, elle réduit la quantité de carbone qu'on brûle par rapport au bois qu'on brûle à l'extérieur et autres. Donc, c'est une source énergétique qu'on pourrait considérer comme peut-être pas propre dans le sens, je dirais, le plus complet du terme, mais c'est une source énergétique qui évolue vers une source propre. Pourquoi nous ne pouvons pas, premièrement, faire une loi qui permet cela et surtout suivre à ce que cela soit respecté, ce qui va déjà créer des emplois locaux pour la transformation de ce bois, mais en même temps va créer une source énergétique sûre pour la production de la biomasse et autres, et nous permettre d'avoir une énergie beaucoup moins chère aujourd'hui. J'aime la biomasse, j'ai essayé de commencer à me renseigner pour pouvoir travailler sur le développement de la biomasse au Cameroun. C'est compliqué, mais on va y arriver un jour et autres. Donc il y a la biomasse, il y a la géothermie, par exemple aujourd'hui. Oui, il y a la géothermie, il y a même, oui, c'est dans le sol, on peut trouver des nappes d'eau qui sont déjà chauffées et dans des zones volcaniques et autres, mais cela nécessite des investigations et des financements. La géothermie, dans les pays développés comme en France, on utilise cela pour les bains. Oui, on utilise cela pour les bains, même en Autriche, mais la géothermie, même en tant que source énergétique, elle est très développée au Kenya, dans les pays nordiques. Mais même au Kenya, aujourd'hui, on l'utilise. Il y a la marée motrice et autres, où avec les marées, on produit l'électricité dans beaucoup de pays. Et aujourd'hui, c'est des mécanismes qui sont fonctionnels et autres qui produisent de l'énergie, même si le rendement n'est pas le plus optimum, mais c'est quand même des sources d'énergie qui sont extrêmement propres. Il y a beaucoup d'autres. Il y a l'éolien, mais l'éolien aussi nécessite des investissements élevés parce qu'il est important de pouvoir mesurer le vent, l'analyser pendant un certain nombre d'années et à partir de ça, être sûr qu'on aura des systèmes rentables. Dans un pays comme le Cameroun, les éoliennes pourraient fonctionner à Kribi, à Limbé et voilà.
Non, ça ne se dit pas comme cela parce que les gens, la plupart du temps, ils sont sur la plage, ils ont beaucoup de vent, ils considèrent que oui, non. L'éolienne est quand même à 30 mètres ou 40 mètres. Hein. Donc, on peut avoir le vent au sol et à 40 mètres, on a zéro. Donc, non, il y a une analyse, il y a une évaluation à faire. Ici au Sénégal, il y a eu une étude qui a été faite et qui a montré les zones où on trouvait, où il était possible d'exploiter les centrales éoliennes. Et il y en a une très grande qui est en construction, je crois que c'est 100 MW ou 120, je ne me rappelle plus très bien. Et au Cameroun, on n'a pas encore fait de telles études, hein? Oh, je ne suis pas au courant. Peut-être qu'on en a fait, mais moi, je ne suis pas au courant. Alors, l'éolienne, l'hydraulique, c'est ce que nous avons, les barrages. Oui, oui. Le solaire, vous y étiez déjà, voilà, avec tout ce qu'on voit là. Les géothermiques qu'on a cité, la biomasse. Je vous encourage à continuer de travailler là-dessus car on en a besoin. Même les déchets qu'on jette, les déchets de cuisine, on peut s'en servir pour la biomasse. Hein? Oui. Oui, normalement. Au lieu de jeter la forêt au carrefour. Oui, mais ça veut dire qu'il nous faut mettre un mécanisme de sélection des déchets. Il y a des déchets humides, il y a des déchets solides et ainsi de suite. Il nous faut mettre des mécanismes de sélection et de triage, pardon, c'est le mot le plus approprié, des mécanismes de triage de déchets que nous n'avons pas aujourd'hui. Donc quand vous n'avez pas ce genre de mécanisme approprié, vous ne pouvez pas. Moi, je crois que nous avons un peu un défaut de stratégie, de mise en œuvre de stratégie. Et surtout parce que nous avons une logique qui est très africaine aujourd'hui et que je considère comme étant inappropriée. Très peu de gens avec lesquels j'ai discuté pensaient comme cela. À quelques exceptions près, je sais qu'un grand frère comme Paul Fokam, il a ce genre de réflexion. Paul Fokam, Camerounais, oui, oui. C'est mon ancien patron, hein, mais bon, je ne vous dirai pas ce que je pense. Paul Fokam Camerounais, très brillant homme d'affaires, mais bon, j'ai beaucoup de choses à vous reprocher. Hein. Non, on n'est pas là pour ça. On ne parlera pas de lui, c'est pas le moment. Mais moi, je vois quelqu'un comme ça qui a une vision qui est assez appropriée parce que aujourd'hui, nous devons avoir une vision de création des ressources, création des revenus, création des développements des affaires d'une certaine manière. Et en réalité, nous, on est toujours, toute notre stratégie est basée sur la lutte contre la pauvreté. La totalité ou la quasi-totalité de nos hommes les plus intelligents, quand ils font les analyses de développement, ils analysent toujours réduction de la pauvreté. C'est la même chose. C'est comme le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Et pourquoi en regardant création des ressources c'est plus important? Je vous donne un exemple. Je vais vous en donner deux. Le premier exemple, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, c'est d'autres Camerounais qui le disent et autres. Et les chiffres que je vais donner ne sont pas représentatifs, c'est juste pour donner une vision. Sur 1000 médecins formés au Cameroun aujourd'hui, par exemple, 250 vont être absorbés par l'État. 250 vont être absorbés par les sociétés privées et tout ça, les cliniques privées, à Douala, à Yaoundé et tout cela. Et puis on va avoir 500 qui vont vivoter, qui vont avoir des petits salaires de 100 000, de 150 000, de 200 000 pour un médecin. Et entre-temps, je ne connais pas le nombre de façon précise et donc on ne m'attaque pas là-dessus, au moins 30 à 40% de la population camerounaise n'a pas accès vraiment à la santé. Alors je vais vous le dire car il y a quelques jours je recevais Edouard Titus, oui. Médecin, chirurgien, oui. Mérite, ancien ministre de la Santé. Nous avons évoqué cela. Il y a moins de 5000 médecins opérant sur le territoire camerounais pour une population qui est depuis 30 ans, 25 millions, ça n'a pas bougé. Et aujourd'hui, on a des médecins qui vivotent au Cameroun et qui ne peuvent pas se développer. Certains même quittent le Cameroun pour aller dans les pays voisins. Et entre-temps, une grande partie de la population camerounaise n'a pas accès aux soins. Et qu'est-ce que tout le monde dit? Les gens qui pensent réduction de la pauvreté, oh, l'État n'a pas construit des hôpitaux, les dispensaires et tout cela. Mais l'État ne peut pas construire les dispensaires partout. Par contre, si vous créez des revenus auprès des gens qui vivent dans les villages comme le vôtre ou comme le mien et autres, et que ces gens-là peuvent payer les soins, eh bien, le médecin formé est capable d'aller vivre là-bas, même si ce n'est pas la vie de ville. Il ne partira pas en boîte de nuit tous les jours, mais il peut gagner très correctement sa vie. Il pourra avoir une vie qui est beaucoup plus décente, dont il va y aller, donc à partir de ces revenus-là. Et maintenant, quand vous voulez donc aider quelqu'un à avoir accès aux revenus, vous êtes aussi obligé de construire les infrastructures routières
qui vont participer à cela. Et le deuxième exemple que je donne, parce que moi je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut jamais, il ne faut pas créer on n'est pas là pour réinventer la roue. On est là simplement pour faire ce qui a été fait avant. Et moi je donne un exemple. Un pays comme la Côte d'Ivoire, un pays comme le Cameroun, beaucoup de nous, de mes frères, de mes amis et autres, tous mes amis de Hong Kong et autres qui se reconnaîtraient, et autres, ils sont partis en Europe comment? C'est leurs pères planteurs qui les ont envoyés là-bas. Pourquoi? Parce que l'État avait mis sur pied des mécanismes qui permettaient à ce que les gens puissent créer des revenus, qu'ils aient des champs, qu'ils puissent commercialiser leurs produits. Et ils avaient de l'argent pour payer le transport de leurs enfants qui sont partis vivre à l'étranger, faire de très bonnes études et autres. Donc, je vous donne un chiffre, car le journaliste est venu donner des chiffres. En 1992, les parents camerounais déboursaient 42 milliards et demi par an pour les études de leurs enfants à l'étranger. Effectivement. Et aujourd'hui, ils n'ont plus les moyens, sauf peut-être quelques fonctionnaires. Donc, voilà, par exemple, quand on réfléchit en disant, apportons, aidons à ce que le pays crée des revenus, que la population, c'est-à-dire le peuple, l'être humain, l'humain est au centre de tout. On fait tout par rapport à lui. C'est à lui d'avoir les moyens. Et à partir du moment où il a les moyens, il peut payer des assurances. Et les assurances vont s'assurer à ce qu'il y ait une bonne médecine pour qu'il ne dépense pas beaucoup d'argent. Ils peuvent payer des médecins. Ils peuvent payer un certain nombre de choses. Voilà juste un petit exemple. Et je peux vous en citer une cinquantaine comme cela, qui vont faire en sorte qu'aujourd'hui, travailler pour aider à ce que l'être camerounais se développe davantage et ait des revenus est beaucoup plus important que de devoir se dire, voilà, il faut créer des projets sociaux. Et autres. Je ne suis pas en train de dire que les projets sociaux ne sont pas utiles. Hein. Je suis simplement en train de dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse, qu'on change notre mindset et que nous réfléchissions de manière différente, que nous changeons notre paradigme pour réfléchir qu'est-ce que le développement et non la lutte contre la pauvreté. Je vais rester toujours dans votre domaine, même si nous sommes de temps en temps, l'actualité nous y oblige. Quelle est la différence entre une énergie renouvelable et une énergie non renouvelable? Une énergie renouvelable, c'est très très simple. Quand vous regardez le soleil, c'est notre vie. Il sort tous les jours, se couche tous les soirs, il revient le lendemain. Oui, pas partout. Il revient le lendemain et ça, toute notre vie. Et on va partir, peut-être qu'il restera, même comme certains nous prédisent l'apocalypse et tout. Mais bon, moi, je n'y crois pas trop pour le moment. Aujourd'hui, vous avez aussi une source énergétique où vous allez prendre, par exemple, du charbon ou du bois, vous allez le brûler, et après, vous n'avez plus rien. Donc, cette énergie-là ne s'est pas renouvelée. C'est l'explication la plus simple, palpable. Pas pour les nuls. Moi, je dis toujours, si j'ai réussi à faire en sorte que mes mamans comprennent le nucléaire, c'est parce qu'il était très important de pouvoir leur expliquer de façon très très simple. Et je vais vous prendre un exemple qui m'est arrivé. C'est quelque chose qui me fait toujours rigoler. Je me suis retrouvé un jour auprès des amis très grands, brillants, professeurs et tout, donc des gens qui sont... Oui, des gens qui sont à un niveau que je n'atteindrai pas parce que ce n'est pas dans mes ambitions, professeur d'université et tout. Et on était en train de discuter. Et puis il y a un très très grand physicien qui m'a expliqué un phénomène pendant 2 heures. Bon, c'était un phénomène qui était un peu mécanique des fluides, thermodynamique, thermohydraulique, un peu tout mélangé. Et pendant 2 heures, je ne comprenais pas. Mais vraiment, je me posais des questions. Mais est-ce que je suis idiot et tout cela? Comment je ne comprends pas? C'était les mécanismes de pression partielle et tout. Et après, à un moment, je capte. Et le système est très très simple à expliquer. Et c'est comme ça que moi, j'essaye d'expliquer tout ce que je peux expliquer parce que je ne peux pas toujours tout expliquer. Quand vous tombez dans une piscine, l'eau de la piscine est, mettons, à 25 degrés. L'eau de l'extérieur, l'air de l'extérieur est à peu près à 30 degrés. Et vous tombez dans l'eau, 25 degrés. Quand vous sortez de l'eau, qu'est-ce que vous ressentez la première seconde? Un froid. Pourtant, l'air est à 30 degrés. Et le phénomène qu'il m'expliquait, c'était ce phénomène de passage de ce mécanisme de pression que vous avez dans l'eau, qui est à 25 degrés, et quand vous sortez, vous avez un mécanisme de refroidissement. Et qu'on retrouve dans tout ce que
en réalité, l'occidental a compris pour nous faire les mécanismes aujourd'hui de refroidissement. Vous savez aujourd'hui qu'on peut refroidir ou bien produire du froid par la chaleur directement et autres. Et lui, il savait le calculer, mais il ne savait pas me l'expliquer comme tel. Et quand moi je l'ai expliqué, tout le monde à côté a compris. Pourtant, moi-même, il m'a fallu 2 heures, quand je dis 2 heures, j'exagère un peu, pour comprendre ce qu'il voulait me dire. Et c'est ça souvent notre problème, c'est d'essayer d'expliquer des choses compliquées. Et moi, un jour, je me suis retrouvé, j'étais à Grenoble, et c'était Georges Charpak qui est venu nous expliquer ce qu'il faisait après son prix Nobel. Quand il a expliqué, j'étais sûr que j'étais plus brillant que lui. Parce que j'avais compris à la première seconde. Quand maintenant je suis parti après, j'ai voulu vraiment me renseigner du travail, de ce qu'il avait fait. Vous ne pouvez pas imaginer le degré de complexité que cela était. Et c'est depuis ce jour où je me suis rendu compte qu'il y a des bons professeurs et des mauvais professeurs. Et Georges Charpak en fait partie des très très bons. Et vous en faites partie des bons aussi. Non. Sinon, vous n'inculquerez pas ces jeunes Sénégalais que vous leur inculquez à l'université chez Coutelier. Oh, il faudrait que vous soyez là pour pouvoir le juger. Non, je ne crois pas que je suis. Je n'ai pas appris la pédagogie et tout, donc on essaie de se débrouiller. La seule chance que j'ai, c'est que j'ai quand même une expérience pratique et autre qui peut me permettre de pouvoir faire des recoupages et tout. Et puis il y a quelque chose qu'on nous a quand même appris dans les études du nucléaire et qui est un peu différente de beaucoup d'autres études et autres. C'est que moi, je peux calculer tout en fonction de quelque chose que je connais. Je donne un exemple. Mon premier travail de recherche, quand j'intègre le commissariat énergie atomique en France, je travaille plutôt en thermo-hydraulique et autres. Et calcul hydraulique dans tout ce qui est centrale nucléaire. Et tous les calculs que je faisais au niveau simulation et autres, j'utilisais les lois électriques. Donc comprendre que tout le calcul hydraulique se fait parce que c'est la même loi. La loi d'Ohm électrique est valable pour l'hydraulique. U égale à R fois I, c'est bien ça, non? Je ne sais pas. U égale à R fois I. R égale à U sur I. C'est ça la loi d'Ohm? Non, c'est P qui égale à UI. P égale à UI. Oui. Et U égale à R sur I. RI carré. Bien. Ça va être trop long. Non, R carré, je crois même que c'est... Non, ça c'est pas ça. Ça c'est la je loi ne sais de Joule, ça. Non, ça c'est pas la loi d'Ohm. C'est pas la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, U égale à RI. I. Oui, c'est ça. C'est ça la loi d'Ohm. Oui, mais ça c'est la loi d'Ohm pour les nuls. Pour la nuit, oui. Bon. Non, c'est pas ce que je voulais dire, c'est une façon de blaguer simplement. Et tout. Donc, ce que je voulais dire simplement, c'est que, et moi, je réfléchissais en électrique, mais il fallait l'appliquer en hydraulique. Et c'est ça que les études dans le nucléaire nous apprennent, c'est que on peut réfléchir en électrique et travailler en hydraulique, on peut réfléchir en hydraulique et travailler en électrique. Et il y a beaucoup d'autres mécanismes comme cela qui te permettent en réalité de surplomber entre guillemets, la science et être capable de comprendre des phénomènes qui ne sont pas dans ton domaine. Donc quand quelqu'un comme moi qui a fait de la physique, je me retrouve à faire regarder les projets de médecine, ou alors des projets de médecine nucléaire ou alors des projets d'irradiation qui ne sont plus vraiment la base initiale de tout mon travail, ou même des projets d'agriculture, je ne suis pas complètement perdu. Et tout au contraire, même je comprends beaucoup plus facilement. Et quand on arrive à comprendre ce genre de choses, en réalité, la science devient beaucoup plus simple. Dernière question, après on aurait bouclé pour ce soir. Vous êtes très modeste, mais je ne vais pas vous appeler modeste. Je vais seulement vous permettre de l'être un peu plus quelquefois. Quelles sont les personnes que vous admirez le plus dans votre pays notamment? Oh, il y en a beaucoup. Quand je commençais à les citer... C'est 3 simples comme ça. Faites-vous des ennemis? Oh, non, je vais commencer d'abord par... Oui, je vais me faire quelques ennemis certainement, mais je vais commencer d'abord par quelqu'un que j'aime énormément, que j'admire pour plusieurs raisons. Premièrement, elle est très belle, c'est une femme,
Elle est extrêmement belle par rapport à son âge. Non, 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 non. Je ne te donne pas le droit de la rencontrer. Par rapport à cela, elle est extrêmement belle et elle est intelligente. Quand on associe les deux, je dirais, c'est beaucoup plus Madame Maître Alice Combes. C'est quelqu'un que j'admire énormément. Ses positions et autres, c'est quelqu'un, et je rajoute encore, je la trouve très jolie. Et deuxièmement, je la trouve hyper intelligente et avec une argumentation des plus... Et tout. Oui. Pour le respect pour Maître Alice Combes, oui, avec qui j'échange de temps en temps par téléphone. On ne s'est jamais rencontré, mais on échange. Non, non, non. Non, je trouve que, et voilà des gens qui ont des positions et qui disent, des personnes qui disent ce qu'elles pensent et autres, moi je considère, on peut ne pas être d'accord avec elles, on peut ne pas partager ses batailles et autres, mais pour moi c'est quelqu'un qui pour moi est une référence. Malheureusement je ne suis pas juriste, peut-être que j'aurais souhaité avoir une carrière comme la sienne. Et je sais qu'on va me le reprocher parce qu'on va dire oui mais ce gars-là, depuis la première personne c'est une Bassa, comme le pays est devenu très tribaliste, la deuxième personne aussi c'est un Bassa et tout. C'est aussi un grand frère. Lui, il m'a plu parce que il est calme et surtout il a des réalisations. Moi je me rappellerai toujours fin des années et surtout il a une vision de développement. Je me rappellerai toujours fin des années 90. C'est le gars qui comprend que pour développer sa société, à l'époque il était DG de Hydrac, pour développer sa société, il est important qu'il absorbe la technologie nucléaire. Et il a travaillé sur tout ce qui est contrôle non destructif. Il a fait former des gens, aidé par l'AUA aussi, des gars à un niveau très élevé. Il a pu acquérir la technologie, il a pu acquérir des équipements. Et c'est lui qui a gagné le contrat pour faire tout ce qui est test du pipeline Tchad-Cameroun. Qui est ce monsieur? Péria Jean Nyodok. Et il a un grand contrat comme ça avec une vision de faire de cette société une société qui pourrait compétir entre guillemets avec des sociétés comme Technips, comme Schlumberger, parce que pour lui, il voyait le marché sous-régional africain, tout ce qui est maintenance des plateformes pétrolières, tout ce qui est contrôle non destructif des stations à essence, des pipelines et autres, évoluer vers la qualité. Malheureusement, on ne lui a pas donné cette opportunité-là. Quelques jours après qu'il ait gagné le contrat, on l'a viré pour le mettre à Tradex. Et je me rappellerai toujours de Tradex. La première fois où je vais dans son bureau, lui, il était en super forme, moi, j'étais en pleurs. Parce que je le trouve dans un bureau. Bon, j'exagère toujours, hein, donc ne prenez pas ça au premier degré. Il avait 2-3 personnes qui travaillaient pour lui. Et aujourd'hui, quand je vais le voir et que je me rends compte qu'il a des milliers de personnes, il a le plus grand nombre de stations à essence, il est dans la majorité des pays de l'Afrique centrale, il est à Centrafrique, il est au Tchad, je crois qu'il se développe en Guinée équatoriale, il a des stations-service au Cameroun. Fin 90, 2019, 20 années, il a refait toute une industrie complète par rapport à la distribution de l'essence. Là, je dis chapeau. Et aujourd'hui, il a une vision qui évolue toujours parce qu'il voit des choses un peu plus différemment par rapport aux autres, en analysant, en écoutant, en discutant. Aujourd'hui, il est passé à tout ce qui est solarisation de ses stations-service et autres, qu'il a déjà commencé. Et dans 10 ans, dans 20 ans, quand il pourra dire je m'en fous maintenant de tout ce qui est INEO parce que pour moi, mes stations sont autosuffisantes et qu'à partir de cet instant-là, on considérera qu'il a traversé une autre étape. Les gens diront, voilà ce qui me motive, c'est de voir des gens qui, malgré l'adversité, rebondissent et relancent quelque chose de manière appropriée. Bon, j'ai quelqu'un aussi que j'ai cité, mais bon, et qui m'a quand même impressionné d'une certaine manière. Je vais peut-être me faire encore des ennemis. Et là, quand même, je vais assurer tout le monde. C'est Paul Fokam. Moi, j'ai assisté il y a 2 ans je dirais que c'était l'anniversaire du lancement de NC2 en Guinée. Vraiment, j'ai eu des larmes aux yeux. Quand j'ai vu comment le grand frère a été reçu à l'aéroport,
par des gens qui venaient du village, pas par les autorités, parce qu'ils avaient changé leur vie. Ça, c'est mon rêve. J'aimerais changer la vie des êtres humains, comme j'ai vu les gens lui témoigner le changement de vie. Le reste et tout, je ne pourrais pas juger, mais je dis simplement par rapport à ça, à cet impact-là. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de grandiose de voir un Camerounais qui est le mot, je le mets entre guillemets, aussi vénéré dans un pays étranger. C'est quand même impressionnant. Et bon, la quatrième personne est pour moi, et là aussi, pour ne pas fâcher certains, il s'appelait Valentin Baga. Je dis il s'appelait parce qu'il est décédé. C'était mon ami toujours. Quand je dis on a vécu de très très belles années à Vienne. Et lui et moi, on est partis de l'AUA le même jour. Lui, il avait trouvé un travail au Canada. Et moi, j'étais dans la logique que je rentrais en Afrique. Et on a fait nos lettres de démission, lui par rapport au nouveau boulot et moi par rapport à mon aventure à la même période. Et on est parti exactement le même jour. On est parti de Vienne exactement le même jour. Malheureusement, il est décédé. Et pour moi, c'est une des personnes les plus brillantes que j'ai pu rencontrer. Pourtant, c'était un littéraire. C'était un traducteur de formation et autres. Il avait fait les lettres. Il parlait anglais comme un anglo-saxon. Il parlait français comme un bon parisien. Il parlait espagnol comme le bon catalan et autres. Et en même temps, il avait une mémoire phénoménale. C'est quelqu'un que, mais malheureusement, des gens comme ça, malheureusement, ils vont toujours un peu plus tôt que les autres. J'aurais souhaité que ce gars-là participe davantage au développement du Cameroun parce qu'il pouvait peut-être même beaucoup nous apporter parce qu'il avait une vision des choses de manière générale. Ce n'était pas un metteur en œuvre, ce n'était pas un programme manager, mais c'était un visionnaire. Et beaucoup de choses que je fais aujourd'hui, je m'inspire beaucoup de ce qu'il disait, de ce qu'on discutait. Oui, oui. Et en même temps, même, on avait travaillé avec un jeune frère pour écrire un livre pour lequel il avait énormément œuvré. Et chaque fois, je dis toujours le paragraphe ou bien les points qu'il avait dit ou qu'il avait écrit. Et chaque fois, je me dis, Valentin, il est parti trop tôt pour nous. Y a-t-il une question fondamentale que vous auriez aimé que je vous pose dans votre domaine? Je n'ai pas tilté dessus, étant donné que c'est vous qui savez moi. J'ai juste appris quelques lignes pour vous interviewer. Non, je crois que nous avons une discussion qui était très appropriée, qui nous permet... Vous savez, ce n'est pas tous les jours qu'on parle de son pays. Et où vous savez, je suis un peu dans les nuages parce que je suis en train de parler des grands frères, des sœurs, des frères, des pères et tout cela. Et de mon pays, donc c'est quand même des points qui nous manquent énormément quand on vit à l'étranger. On a envie d'être utile et autres. Et dans cette utilité-là, il y a eu un certain nombre d'années, je vois toujours des jeunes frères. Et souvent, il faut le mentionner, j'ai des jeunes frères qui, dans les années 2010, se sont lancés à dire qu'ils vont travailler pour le développement de la diaspora et d'avoir un impact de la diaspora sur le Cameroun. Et c'est des jeunes qui sortaient de Suisse, de France, d'Allemagne, avec des gens vraiment très, très, très actifs du Canada et autres, et qui ont lancé même ce qu'on appelait à l'époque le DAVOC. Et ils m'ont fait l'honneur, avec tant d'autres, avec des grandes sœurs comme Madame Bellet, il y avait Séverin Quezeux, il y avait d'autres encore, de nous mettre dans le Conseil des sages. Et ça nous permettait aussi de nous sentir un peu utiles et de voir comment les jeunes pensent à leur pays. Et beaucoup de réunions avaient été organisées, beaucoup de choses avaient même été écrites. Ils avaient lancé, même avec les jeunes d'Allemagne, le recensement des compétences pour faire une base de données des compétences africaines de telle manière que chaque fois qu'on cherche certaines compétences au Cameroun, qu'on puisse aller dans cette base de données et qu'on puisse trouver un certain nombre de noms qui peuvent être utiles au Cameroun. Et il faut savoir que la majorité des gens qui étaient dans cette base de données, beaucoup n'étaient pas intéressés de rentrer au Cameroun. Beaucoup voulaient juste aider et autres. Et malheureusement, à un moment, le président a décidé vraiment de rendre beaucoup plus actif la diaspora. Moi, je m'attendais de voir ces jeunes-là qui ont pris cette initiative, mis devant, pour construire ce qu'ils avaient déjà commencé à construire avec leurs petits moyens. Et bien aujourd'hui, quand on vous parle de la diaspora, vous allez voir des gens
qui n'ont aucune vision, peut-être parce qu'ils militent dans tel ou tel parti, ou alors parce qu'ils font telle ou telle chose, ou bien parce qu'ils ont telle ou telle proximité, et on vous les fait présenter, ou alors parce qu'ils sont dans les associations qui organisent des fêtes tous les dimanches, et on se retrouve à danser à Nanterre et autres, et bien vous les retrouvez, c'est eux qui font la diaspora. Et moi, ces jeunes, j'aurais souhaité qu'ils soient vraiment devant. J'en connais un certain nombre. Je vois un jeune frère qui est en Allemagne, qui était extrêmement actif, que j'aimais énormément, et qui a beaucoup travaillé avec le ministère de la formation professionnelle au temps de Pérévette. Je vois des jeunes qui étaient en Suisse, des jeunes qui étaient en France, une jeune fille qui était à Paris, des jeunes qui étaient au Canada, qui payaient leur billet d'avion pour venir en Europe, pour se retrouver dans une réunion, soit à Genève, et qui certains même payaient leur billet pour venir au Cameroun, pour faire des réunions à la maison de parti. Moi, j'aurais souhaité que c'est ces jeunes-là qui avaient déjà une certaine vision, que ce soit eux qui soient porteurs de tout cela. Malheureusement, aujourd'hui, il y a un phénomène qu'un de mes amis, qui fait partie de ceux que je jugeais comme étant très intelligent et surtout très compétent, c'est plutôt compétent, il parle tout de génération spontanée. C'est la génération spontanée actuelle, quoi. Parce qu'on a des frères et autres qui nous disent toujours, oui, mais les premiers à l'école ne sont pas les premiers dans la vie. Et moi, pendant longtemps, je l'ai cru, en me disant, oui, c'est vrai, les premiers à l'école ne sont pas les premiers dans la vie. Mais ce n'est pas vrai. Parce qu'à l'école, on peut dire que le mécanisme n'est pas approprié, que le jugement n'est pas le meilleur, mais les règles de jugement des meilleurs à l'école sont connues. Vous avez la meilleure note, vous êtes en haut. Vous avez la plus mauvaise note, vous êtes en bas. Et vous pouvez être dans deux lycées ou deux universités différentes qui ont des valeurs différentes. Vous êtes meilleur ici, vous êtes meilleur là-bas. Qui est le meilleur des deux, on ne sait pas. Mais vous êtes quand même les meilleurs. Maintenant, dans la vie, quels sont ceux qui sont les premiers? Est-ce que c'est ceux qui ont 10 maîtresses? Est-ce que c'est ceux qui ont 10 maisons? Est-ce que c'est ceux qui ont 10 voitures? Est-ce que c'est ceux qui ont créé 10 entreprises? Est-ce que c'est ceux qui ont beaucoup d'argent? Qui sont les premiers? Aujourd'hui, personne, ni vous ni moi, ne pourront dire est-ce que c'est ceux qui sont ministres depuis 40 ans et autres, ou alors présidents, c'est eux qui sont les premiers? La réponse aujourd'hui, elle n'est pas sûre, parce que les critères ne sont pas définis. Chacun juge qu'il est premier par rapport à ce qu'il veut faire. Moi, aujourd'hui, je me considère comme premier par rapport à ce que je fais. Quand je me considère comme premier, c'est une façon de parler et autres. Mais je me considère comme ayant suffisamment ce que je souhaitais avoir, c'est d'aller dormir sous les moustiques dans les zones rurales, de voir des gens qui sont contents parce que je suis venu leur fournir l'électricité, de voir des gens qui sont joyeux de me voir, parce que, ou alors moi-même joyeux de venir quelque part où il n'y a pas de lumière, et le soir je vois les enfants qui dansent, qui crient et autres. Tout cela, ça me donne beaucoup de joie. Et je peux me considérer comme étant premier par rapport à cela. Donc aujourd'hui, en réalité, quand on analyse bien qui est premier dans la vie, on ne peut pas le juger. Et malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui croient qu'en dominant les leurs, et c'est ça qui détruit la société camerounaise, ça c'est mon analyse, et elle est aussi subjective. Nos élites, ils veulent être les premiers, mais est-ce qu'ils sont les premiers? Et ils sont prêts à détruire la totalité de la population parce qu'ils croient qu'ils sont les premiers, mais ils ne sont pas les premiers. Parce que nos parents avaient une autre façon de juger les premiers. C'était souvent celui qui avait beaucoup plus d'éloquence, de voix, la société, ou alors celui qui était le plus respecté. Quand il y avait quelque chose, c'est lui qui parlait pour le village, et ainsi de suite. Et ça lui suffisait. Ce n'est pas parce qu'il avait 10 voitures ou bien une cinquantaine de villas et autres, sachant qu'il ne dort que dans une seule, et en même temps, il ne conduit qu'une voiture à la fois, et ainsi de suite. Donc, voilà. Il y en a qui ont 62 voitures. Voilà peut-être le point que je voulais échanger avec mes frères, c'est de leur dire aujourd'hui que je suis un homme extrêmement heureux, mais dans la difficulté. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui me voit, peut-être peut se dire, oh mais non, il est à l'abri du besoin, il vit bien et tout. Non, la difficulté qu'on a pour un chef d'entreprise que je n'avais pas connu avant, c'est à partir du 27
comment je vais payer mes salariés et tout cela, et je vais payer mes charges et tout ça, ça m'empêche de dormir. Mais en même temps, aujourd'hui, je considère que j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés dans la vie, c'est de pouvoir apporter quelque chose à la société. Est-ce que j'en apporte assez? Certainement non. Mais est-ce que je peux faire mieux? Peut-être. Mais est-ce que j'ai les moyens à tout moment de faire mieux? Je me dis, je devrais me battre encore davantage. Mais en même temps, on a quand même un minimum de satisfaction de se dire qu'on a un petit plus pour nos frères, parce que ce n'est qu'en développant nos frères, ce n'est qu'en faisant en sorte que les Africains aient une certaine fierté que nous, en tant qu'êtres humains, en tant que Noirs, nous serons nous aussi respectés. Pour tous ceux qui croient qu'ils sont les premiers, parce qu'ils dominent leurs frères, et pendant ce temps, leurs frères ne sont pas respectés, ils devraient savoir qu'ils ne le sont pas eux non plus. Je vais vous emprunter le micro pour conclure cet entretien. Voilà, juste ça devrait aller. Chers téléspectateurs de JMTV+, j'espère que cet entretien et ce reportage avec Vincent Koundiaok vous a plu. Comme je peux être un nombriliste en estimant que c'est le cas, partagez-le, dites-le aux autres. On se retrouve sur ce même plateau avec un autre invité dans un autre pays dans quelques jours. D'ici là, malgré la situation compliquée, gardez quand même la banane, au moins jusqu'ici. Au revoir.